Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais poursuivre la formation à la suite Nik Collection. J'ai commencé cette nouvelle série de tutoriels avec SilverFX Pro 3. Maintenant, je vais poursuivre avec Viveza 3. Ce sont deux modules qui ont été complètement rénovés par DxO Labs, tant au niveau des fonctionnalités qu'au niveau de l'interface. Alors, SilverFX Pro 3 se plaçait dans le créneau de la conversion noir et blanc, et de belle manière. Viveza 3, lui, va se placer dans le travail de la tonalité, des couleurs et du contraste de votre photo. Il permet d'aller plus loin au niveau de la créativité de vos photos. Alors le mieux, c'est de vous montrer par l'exemple. Alors voici une photo dans Lightroom. Sur cette photo, j'ai fait un développement de base minimum. J'ai pas voulu corriger un défaut majeur de cette photo, qui est son manque de pêche. Elle est un petit peu plate. Le ciel mérite à être travaillé beaucoup mieux, faire ressortir un petit peu les couleurs, ajouter un petit peu de brillance à ces couleurs, du contraste. Alors on peut le faire dans Lightroom, mais volontairement je ne l'ai pas fait pour vous montrer comment on peut le faire de belle manière dans Viveza 3. On va essayer de donner des couleurs à cette photo. Alors Viveza 3 fonctionne en plugin dans Lightroom et on va sortir du traitement RAW parce que comme SilverFX, comme tous les modules de la suite Nik Collection, Viveza ne travaille pas directement sur des fichiers RAW. Alors on va convertir notre photo en fichier TIFF pour l'exporter dans Viveza. Alors comment ça se passe? Je fais un clic droit sur ma photo et je fais modifier dans et je choisis Viveza 3. Là, il me demande les paramètres d'exportation dans Viveza. Donc on va faire une copie. On va pas travailler directement sur l'original ici. On va travailler en TIFF. Un format image sans aucune perte, contrairement au JPEG. En retouche photo, je l'ai expliqué dans mes tutoriels, souvent, on travaille toujours dans l'espace colorimétrique le plus grand, donc ProPhoto RVB, en 16 bits par couche, et le reste, on le laisse comme ça. Je clique sur modifier. Voilà, et je suis dans Viveza 3. Alors, il m'indique qu'en format TIFF, on a les moyens de travailler en mode non destructif, à condition de cocher cette petite case « Modification non destructive ». Et je vous montrerai comment, quand on aura travaillé sur cette photo, comment, dans Lightroom, on peut revenir dans Viveza 3 sans perdre les réglages qu'on a fait auparavant. Je clique sur OK. Alors cette photo, comme d'habitude, vous pouvez la télécharger à partir de mon site Vive la photo. Je vais placer un lien sous la vidéo. Pour suivre cette formation, ce tutoriel, il est indispensable que vous ayez suivi auparavant le tutoriel qui concerne SilverFX Pro 3. Pourquoi? Parce que j'ai détaillé l'interface d'une manière très détaillée et que je ne vais pas le refaire dans ce tutoriel. Je vais simplement vous indiquer les différents panneaux et les différentes possibilités. Alors, allons-y, découvrons cette interface. À droite, vous avez un panneau qui concerne les pré-réglages. On va revenir dessus. Au centre, vous avez la fenêtre de travail, également appelée Canva. Et à droite,
vous avez donc la fenêtre des réglages de Viveza 3. On en voit pas mal, on peut fermer les différents panneaux, les différentes sections, comme ceci, comme ça impressionne moins, mais vous avez pu voir, les réglages sont nombreux, et on va voir dans le détail chacun des réglages. Alors vous avez deux éléments importants, à droite, qu'il convient peut-être de laisser toujours ouvert, c'est la loupe, que j'ai présentée en détail dans SilverFX. Grosso modo, ça vous permet de voir d'une manière très zoomée une partie de votre photo dans la zone de travail. Vous voyez, si je me positionne sur le pont, comme ceci, je peux surveiller cette zone pendant que je travaille, sauf que ça se déplace sans arrêt quand je bouge la souris. Alors on peut fixer cette zone avec l'épingle, donc on clique sur l'épingle, comme ceci, et dans la zone de travail, avec l'épingle au bout du pointeur de la souris, on clique sur la zone que l'on souhaite surveiller. Et voyez, elle bouge plus. Et pour enlever l'épinglage, il suffit de recliquer sur l'épingle. Et voyez, on voit avant et après les réglages, donc là j'ai rien fait, c'est strictement identique. En haut, vous avez le bouton comparer, avec toutes les possibilités de comparaison, je reviens pas dessus, avec la ligne de séparation, avec deux images. Alors on va faire une modif, par exemple, on va baisser la luminosité, et si je clique sur le bouton comparer, le premier, on voit avant, tant que je tiens le clic enfoncé, et si je lâche le clic, on voit après. Vous avez l'histogramme, que je vous conseille de laisser tout le temps ouvert, avec différentes présentations, les couches rouge, vert et bleu, seulement la couche rouge, seulement la couche verte, seulement la couche bleue, et seulement la luminosité, donc la luminance. Alors quelque chose d'important que je vous conseille de faire, c'est de visualiser les écrêtages dans les noirs et dans les blancs. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la case des noirs, ici, et on voit s'il y a des écrêtages ou pas. Là, il n'y en a pas, donc on va en faire un pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, j'y suis allé fort, là. Vous voyez, dans la péniche, on voit les écrêtages très nettement dans les noirs. Et à droite de l'histogramme, vous avez pour les blancs. On en voit quelques-uns, vous voyez, sur les bateaux en bleu, là, et sur le pont. Ça, c'est important quand on effectue certains réglages. Alors, ne les affichez pas en permanence, mais vérifiez quand même de temps en temps s'il y a des écrêtages ou pas. Je reviens à 0. Pour revenir à 0, il suffit de double-cliquer sur le curseur du réglage concerné. Et puis, vous avez tous les zooms, les différentes sortes de zooms, je reviens pas là-dessus. Là, je suis en mode ajusté à l'écran, en plein format de l'image, en zoom 1 pour 1, en zoom 2 pour 1, etc. Vous avez diverses possibilités de zooming. Alors, nous allons traiter cette photo de 3 façons différentes. Dans un premier temps, avec les pré-réglages, les presets. Dans un deuxième temps, avec les réglages globaux. Et dans un troisième temps, avec les réglages locaux. Alors commençons par les pré-réglages. Comme je vous le disais précédemment, dans la fenêtre de gauche, on va trouver les presets. Alors il y en a moins que dans SilverFX, ils sont classés par catégorie, mais là il n'y en a qu'une, c'est en vogue. Je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur. En tout, on a 14 pré-réglages. Ah non, on a le pré-réglage neutre, triple 0, et si je clique dessus, tous les réglages sont à 0. Donc on part toujours de ce pré-réglage pour faire nos modifications. Vous avez d'autres pré-réglages, l'heure dorée. Alors, chaque fois que vous activez les pré-réglages, vous trouvez un message d'information qui vous prévient que vous allez perdre des réglages actuels. On clique sur oui, et vous voyez, la photo a changé d'ambiance. On la voit à l'heure dorée,
Après, vous avez l'or bleu, etc. Je vais pas tous les faire. Il y en a un certain nombre. À vous de voir si vous en trouvez un qui vous intéresse. Alors, on va s'amuser avec l'or doré, si je puis dire. Ambiance très chaude de la photo. Et là, on voit que le logiciel a automatiquement fait les réglages adéquats dans votre photo. Vous voyez, on peut très bien les observer. Ce sont des réglages globaux. Alors ça, c'est intéressant d'activer des pré-réglages pour voir l'impact de chacun des réglages présents dans Viveza 3. C'est formateur de voir comment sont traités certains réglages. Alors, si ce preset m'intéresse, je peux le mettre dans les favoris. Vous avez une petite étoile à gauche du preset. Vous cliquez dessus et il est ajouté aux favoris. Si je clique sur le bouton des favoris, j'ai un favori, l'or doré. Alors, vous pouvez modifier les réglages qui vous sont imposés, bien évidemment. Alors là, ce qu'on peut faire pour, par exemple, baisser la saturation, et vous voyez tout de suite, on change d'ambiance. Alors, si ça vous plaît, ce que vous venez de faire, vous pouvez l'enregistrer en preset personnel. Vous avez un petit bouton en bas à droite, enregistrer le pré-réglage. Vous cliquez dessus, il vous demande de le nommer. Avec mon imagination débordante, je l'appelle tuto, et vous avez une case à cocher qui vous permet d'enregistrer avec les points de contrôle que vous avez éventuellement posés. Je le fais, et dans les réglages personnels, je retrouve mon pré-réglage tuto. Je peux l'exporter, je peux le supprimer avec la poubelle, et si je fais une mise à jour, je trouve que j'en ai trop fait sur la saturation, par exemple, je peux le rafraîchir, le mettre à jour avec la petite flèche tournante là. Et il me demande si je veux bien remplacer le pré-réglage. Je clique toujours sur les points de contrôle, on sait jamais, et voilà. Alors, on va prendre un exemple d'exportation pour que vous voyez bien comment cela fonctionne. Je clique sur exporter, je vais dans un dossier, il me demande de sélectionner un dossier pour l'exportation. Je vais rester sur le bureau, par exemple. Voilà, mon preset a été enregistré dans son format preset sur le bureau. Et imaginons qu'on veuille l'importer. Comme ça vous montre comment fonctionne l'importation de preset. On clique sur les deux petites flèches. Importer un pré-réglage. Et là, je trouve sur mon bureau, je l'ai fait 2 fois, mon tuto.json, c'est l'extension des presets de la suite Nik Collection. Je clique dessus, je l'ouvre, je le retrouve dans les presets importés. Voilà comment tout cela fonctionne. Nous allons poursuivre notre découverte de Viveza avec les réglages globaux. Alors ce que je vais faire auparavant, c'est de revenir sur le preset neutre, comme si on n'avait rien fait, et on va travailler cette photo à travers les réglages globaux. C'est parti! Alors, travailler avec des presets, c'est bien, mais par contre, vous ne maîtrisez pas vraiment tout ce que vous voulez faire. Vous êtes dépendant des réglages du preset, et s'il faut tous les reprendre, c'est pas très intéressant pour vous. Le mieux, bien sûr, c'est de travailler sa photo manuellement à travers les réglages globaux qui sont nombreux et qui vous permettent de maîtriser totalement la créativité que vous voulez amener dans votre photo. Alors, je vais vous indiquer une méthode de travail pour travailler correctement avec ces réglages globaux. Je vous conseille de commencer par la balance des blancs. Je crois que c'est important, plutôt que de commencer directement avec les réglages globaux. Donc j'active la balance des blancs, j'ouvre la section, et là on s'aperçoit qu'il y a 3 réglages, le sélecteur de couleur, la température et le rayon. Alors comment ça fonctionne? On peut le faire manuellement avec le curseur de température, les tons froids, les tons chauds, à vous de choisir. Ce qui est plus intéressant, c'est de travailler avec le sélecteur de couleurs.
Ça vous permet quoi, ça? Eh bien, ça vous permet d'aller chercher un gris neutre, par exemple, pour étalonner votre balance des blancs par rapport à cette couleur. Je vais vous montrer, ce sera plus clair. Je prends le sélecteur de couleur, je clique dessus, la pipette. Vous voyez que je l'ai au bout du pointeur de ma souris. Et je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais au bout de la pipette, il y a un petit cercle qui indique le rayon. Alors le rayon, c'est le diamètre de la zone d'échantillonnage des pixels qui vont permettre le calcul de votre balance des blancs. Alors cette zone d'échantillonnage est un peu petite là, pour ce que je veux faire, donc je vais augmenter le rayon. Généreusement, pour que j'ai quelque chose de plus visible pour vous aussi, je vais le monter jusqu'à 25 pixels. Je reprends ma pipette, n'oubliez pas de la prendre. Et voyez, le cercle est plus grand, mon rayon de calcul de la zone d'échantillonnage est beaucoup plus grand. Alors je vais chercher un gris neutre, alors c'est pas facile sur cette photo, il y en a plutôt par là, on va essayer comme ça, voilà, et vous voyez, on obtient une couleur un petit peu froide par rapport au gris neutre, donc ça me convient modérément par rapport à ce que je veux faire. Alors je vais aller chercher peut-être un gris plus clair. Ce que je vais faire, je vais prendre dans une zone un gris plus sombre, et ça devrait réchauffer mon image. Voilà. Ça me plaît bien. Cette photo avait été prise le matin, et j'avais à peu près cette lumière. Alors, encore une fois, et je l'ai dit souvent, vous allez trouver que je me répète, mais la retouche photo, le développement et puis le travail de votre photo, ça consiste à la sublimer, c'est-à-dire à rendre ce que vous avez vraiment vu au moment de la prise de vue. Bien, maintenant je vais rentrer dans les réglages globaux. Alors vous voyez qu'il y en a un certain nombre, c'est assez intéressant. On va les prendre les uns après les autres et les activer ou pas en fonction de la photo. La luminosité, je peux l'augmenter, donc ça c'est la lumière globale de la photo, ou la diminuer. J'ai envie de la diminuer un peu pour faire monter un petit peu du détail dans les ombres, mais très légèrement. Voilà, moins 10, c'est pas mal. Le contraste. Alors ça, c'est important de bien savoir ce qu'est le contraste. Le contraste, c'est l'écart entre la luminosité des blancs et la densité des noirs. Comme cette image est plate, un petit peu moins maintenant, on va renforcer la profondeur des noirs et l'éclat des blancs. Donc pour ce faire, je vais monter le contraste. Et vous voyez tout de suite, on a une image beaucoup plus attractive pour le spectateur, jusqu'à plus 15%. Si on regarde avant-après, vous voyez que ça rend l'image un peu plus sexy, un peu plus intéressante. À mon goût. Après, c'est une affaire de goût. La saturation, c'est la saturation des couleurs. Alors je vais la forcer un tout petit peu parce qu'elle est déjà bien saturée, hein, à 13%. La structure, ça renforce les micro-contrastes dans les détails. On travaille donc sur des micro-détails, ce qui va renforcer la structure, toutes les structures qu'on peut voir dans l'image. Alors j'y vais fortement pour vous montrer. Vous voyez, ça fait monter la netteté même. On va pas y aller aussi fort, hein. On va la mettre à peu près comme ceci à 27%. Vous pouvez jouer sur le réglage des tons foncés. Là, je vais pas le faire, hein. Ils sont déjà bien présents. Vous pouvez jouer sur la chaleur de l'image. Ça va jouer un petit peu sur la température des couleurs aussi. Ou bien la rendre plus froide. Donc on change d'ambiance. Non, je vais pas la toucher. Je reviens à 0. Et après, vous pouvez jouer sur chacun des canaux de couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. On peut essayer de renforcer un peu le bleu, parce qu'il y a du bleu dans l'eau, il y a du bleu un peu partout, sur la péniche aussi, comme ceci. Oui, pourquoi pas. Et vous avez la teinte. Donc, si je vais vers la droite, je fais monter du magenta. C'est très net, hein, sur la photo. Et si je vais vers la gauche, je vais faire monter du vert, du rouge. Donc là, ça m'intéresse très peu. Surtout qu'on peut bien travailler les couleurs à travers les différents canaux. Ensuite, ce qui est intéressant,
et ça vient de DxOLab, vous pouvez régler la tonalité, donc les tons sélectifs, toujours d'une manière globale, soyons clairs. Alors sur cette photo, je vais peut-être faire monter d'abord les tons moyens, pour voir ce que ça donne. Je les éclaircis donc, à droite je les éclaircis, et à gauche, je les assombris. Je vais les éclaircir un peu, 17%. Les ombres, donc les tons foncés. Alors si je les éclaircis, je retrouve du détail dans les ombres. Hein. Je vais le faire légèrement, mais très très légèrement. Voilà, plus 15%. Et les noirs, donc on en trouve surtout dans la péniche, un petit peu sur le pont. Il y en a déjà beaucoup, je vais peut-être en enlever un peu, les éclaircir un peu plutôt, que soyons plus précis, pour faire monter un peu du détail dans les noirs, vous voyez, par exemple, mais très peu, 23%. Alors, regardons avant et après. Voilà avant et voilà après. Vous voyez déjà, j'ai une image qui est beaucoup moins plate, qui reprend des couleurs, qui a repris du contraste, et avec des tonalités intéressantes, c'est bien le but de Viveza. Alors vous avez aussi la possibilité, dans les réglages globaux, d'agir sur la courbe de niveau. Alors, je ne vous présente pas la courbe de niveau, on la retrouve dans tous les logiciels de traitement de l'image. On peut visualiser le rouge, vert, bleu, le rouge, le vert et le bleu. On va la faire globale. Alors je fixe un point dans les tons moyens. Voilà, je fixe un point dans les tons clairs pour les assombrir un peu. Alors ça, c'est vraiment une façon de faire monter le contraste d'une manière un peu brutale d'ailleurs. Et les tons foncés, je les éclaircis un peu. Voilà, donc c'est la fameuse courbe de contraste, la courbe en S. Est-ce que c'est utile dans cette photo? Je ne pense pas. Je vais donc réinitialiser tous les canaux de ma courbe. Voilà comment, d'une manière globale, on pourrait travailler cette image. Par contre, je ne sais pas si c'est intéressant de la travailler de manière globale. Alors je reviens sur le réglage neutre, c'est-à-dire que j'efface tout ce que j'ai fait, tout est remis à zéro. J'ai une image beaucoup plus plate, on est bien d'accord. Mais par contre, les arbres ne me gênent pas, la péniche ne me gêne pas, que j'aimerais travailler plutôt localement, c'est le ciel, le mettre beaucoup plus présent, beaucoup plus détaillé, parce que vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes dedans, l'eau, la retravailler, et puis le premier plan, qui est un peu clair, qui attire un petit peu trop l'œil. Donc si j'arrive à travailler localement ces trois zones, je pense que j'aurai une photo encore plus intéressante. Nous allons le faire à travers les réglages locaux. C'est parti. Alors, pour travailler localement, nous allons fermer la fenêtre de gauche pour être plus confortable au niveau de la zone de travail. Je n'ai pas besoin des pré-réglages. Je ferme les réglages globaux, faisons un peu le ménage de temps en temps, et je me concentre sur les réglages sélectifs. Donc, c'est les fameux U-Point qui ont fait le succès de la suite Nik Collection, donc point de contrôle en français. Je vais d'abord m'occuper du ciel. Je vais commencer par fixer un point de contrôle dans le ciel. Je clique sur le point de contrôle. Voilà, je l'ai au niveau du pointeur de ma souris et je vais cliquer par là. Alors attention, c'est important, vous cliquez dans une zone qui a une certaine couleur et cette couleur va être impactée par vos réglages du point de contrôle. Je règle le champ d'action. Alors là, ça va déborder un petit peu sur le paysage. Je vais le remonter un peu, toujours dans le même bleu. Je règle tout ça au mieux. Je vais le dupliquer, ce point de contrôle, pour couvrir tout le ciel. Je maintiens la touche Alt enfoncée. Je clique sur le point de contrôle et je l'emmène un peu plus loin
de façon à ce que les points de contrôle se chevauchent. Je réduis un petit peu le champ d'action, comme ceci. Alt. Et je déplace le point de contrôle. Alors vous remarquerez que je n'ai fait aucun réglage pour le moment. Je me contente de fixer mes points de contrôle. C'est un petit peu délicat des fois de régler les champs d'action. J'en fais un 4e pour être sûr de bien tout couvrir. Comme ceci. Voilà. Alors vous voyez, dans le panneau point de contrôle, j'ai 4 points de contrôle. D'accord. Alors point de contrôle 1, 2, 3, 4. Ces points de contrôle vont concerner le ciel et vont tous avoir les mêmes réglages. Les réglages se trouvent en bas. On va en parler après. Donc là, je vais les grouper. Pour les grouper, c'est tout simple. On les encadre avec la souris. Voilà. Et vous voyez, les 4 points de contrôle sont activés. Je peux en faire un groupe en cliquant sur le plus avec le petit répertoire en bas. Voilà, ce groupe, je vais le nommer. Double-clic sur le nom et je vais l'appeler, je vous le donne en 1000, ciel. Voilà. Et là, vous voyez, les points de contrôle ont un autre aspect. Le chef de groupe est plus gros, il est en orange pour dire qu'il est activé, et les autres points sont également activés. Ce qu'il est important de voir maintenant, c'est réellement le champ d'action que va couvrir tout ce groupe. J'active le masquage. Alors c'est les petits rectangles qui sont à côté de ciel, vous voyez. Et là, je vois l'impact du réglage global. Tout ce qui est en noir, ce n'est pas concerné par les réglages que je vais faire. Tout ce qui est en blanc, c'est concerné. Tout ce qui est en gris, c'est un peu moins concerné. Donc là, c'est pas trop mal. Déjà, j'impacte bien le ciel. Je peux régler plus finement. Alors peut-être en réduisant des champs d'action, en déplaçant des points de contrôle, en créant d'autres. Mais là, je vais faire avec ces 2 réglages qui sont faits pour. C'est la luminance et la chrominance du masque. J'essaye de jouer sur la luminance. Vous voyez tout de suite, ça me fait un masque encore plus précis. Là, ça va même très bien. Et la chrominance aussi. Et vous voyez, là, j'impacte bien que mon ciel. Je désactive le masque pour voir ce que je vais faire. Et je vais m'occuper donc des réglages de mon ciel. On s'aperçoit que les réglages sont strictement les mêmes que les réglages globaux. Donc ça, c'est important. Alors là, pour le ciel, on va essayer de jouer sur la luminosité. Je vais la baisser un peu. Le rendre moins lumineux. Je vais essayer de monter le contraste. Plutôt de le baisser, ça fait pas grand chose. Je vais plutôt jouer sur le bleu, faire monter du bleu dans le ciel. Je pense que ça va bien marcher. Ah oui, là c'est pas mal. Mon ciel retrouve un petit peu ses couleurs et on commence à retrouver du détail dans le ciel. Si je joue sur la structure, assez fortement, vous voyez, je retrouve bien des détails. Alors faut pas trop y aller trop fort, sinon ça va faire des halos autour des points de contrôle. La saturation un petit peu, pas trop. Voilà, déjà ça change, hein. Regardez avant et après. Je vais travailler un petit peu sur les tonalités. Je vais baisser les tons clairs pour faire monter un peu du détail. Pas trop, faut pas non plus que ce soit trop exagéré. Voilà, donc mon ciel est travaillé maintenant. Vous voyez, avant, délavé, pas très présent, pas très structuré, et après, beaucoup mieux. Alors je vais travailler l'eau également, j'avais dit que je le ferais. Pour ce faire, je vais fixer un nouveau point de contrôle. Un premier peut-être par ici. Faites attention à la couleur sur laquelle vous cliquez. C'est bien la couleur qui va être prise en compte avec quelques pixels adjacents. Je règle le champ d'action. Je déborde un peu, mais c'est pas grave.
je vais fixer un autre point de contrôle, peut-être par là, avec un champ d'action plus petit, et peut-être un autre, mais alors c'est délicat parce qu'il y a cette péniche au milieu. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop la péniche. On va voir. Pas plus. Donc, 3 points de contrôle. Je vais les grouper. Vous connaissez par cœur la manœuvre maintenant. Voilà. Je crée un groupe que je vais nommer O. Voilà. C'est plus clair comme ça. On va vérifier la portée des réglages avec le masque. Ah bah c'est pas mal. Pas si mal que ça. Peut-être jouer un peu sur la chrominance, pas trop, un peu de luminance. Par exemple, c'est pas mal. Ça devrait pas trop impacter le reste. J'enlève le masque. Je baisse la luminosité. La péniche bouge pas. Augmenter un peu le contraste. Un petit peu saturer tout ça, pas trop. La structure va pas faire grand chose, je vais peut-être en enlever pour flouter l'eau. Légèrement. Les ombres, je n'y touche pas. La chaleur surtout pas. Faire monter du bleu un peu. Peut-être un petit peu de vert. C'est pas mal. Les tonalités, je vais pas trop y toucher. Je vais pas rechercher de détails dans les tons clairs. Les tons moyens un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, je vais m'occuper du sol, qui est trop clair. Je vais mettre des petits points de contrôle. Nouveau point de contrôle. Sur les parties très claires, que ça prenne bien les parties claires, la couleur claire. Alt, un autre point de contrôle, un autre par ici, un autre par ici, et un dernier par ici. Là, je réduis un petit peu le champ d'action, voilà. 5 points de contrôle, rien que ça. Je vais les grouper comme d'habitude. Voilà. Je crée un groupe que je vais appeler Sol. Alors je vais regarder le masquage. C'est pas mal du tout. Je n'y touche pas. Baisser la luminosité, ça c'est évident. Ça touche légèrement la péniche, c'est pas gênant. Comme ceci. Le contraste. Retrouver de la structure. Les ombres non. La chaleur. Je vais peut-être même en enlever un peu. Là c'est bien. Les couleurs, je n'y touche pas. Sur les tonalités, je baisse les tons clairs. Les tons moyens, un petit peu. Et le reste, je n'y touche pas. On regarde avant-après. Le sol est quand même plus acceptable. Vous voyez, avec des réglages locaux, on arrive à faire quelque chose de meilleur même qu'avec les réglages globaux. Ça dépendra de vos photos, bien évidemment, mais l'image qui était très plate devient beaucoup plus intéressante. Elle va attirer le regard du spectateur. Pour appliquer les réglages qu'on vient de faire, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton « Appliquer ». Je vous rappelle que tant que vous n'avez pas appliqué vos réglages, ceux-ci ne sont pas définitifs. Donc je clique sur le bouton « Appliquer ». Cette image, il la transfère dans Lightroom, l'application haute, et me revoilà dans Lightroom avec la copie virtuelle de la nouvelle photo. Alors, si je souhaite revenir sur certaines modifs, dans Viveza 3, il suffit de cliquer droit sur la photo, de cliquer sur Modifier dans, et de choisir Viveza 3. Toujours dans l'espace colorimétrique le plus grand, mais par contre cette fois on va modifier l'original, sinon il va faire une nouvelle copie virtuelle, et vous allez repartir de zéro. C'est pas ce qu'on veut. Je clique sur Modifier. Me revoilà dans Viveza 3. Et vous voyez que je retrouve à droite les derniers réglages.
je retrouve tous mes points de contrôle, donc tous les réglages que j'ai faits. Et je peux les modifier. Et les réappliquer, bien entendu, dans Lightroom. Et le cycle est bouclé. En résumé, on peut dire que ce module de la suite Nik Collection Viveza 3 est intéressant et un utile complément aussi à Lightroom pour ce qui concerne la tonalité, les couleurs et le contraste d'une image qui est un petit peu plate. On arrive à bien la rehausser. Alors, entendons-nous bien, on y arrive aussi très bien dans Lightroom avec les nouveaux masques qui permettent de travailler très finement localement, mais Viveza 3 va vous offrir peut-être un petit peu plus de réglages locaux et peut-être un petit peu plus de souplesse avec les points de contrôle. Ça se discute, j'en suis bien conscient. Alors c'est pas le module le plus spectaculaire de la suite Nik Collection, mais il est quand même très efficace dans son domaine. Je vous l'ai démontré tout au long de cette présentation. Voilà, ce tuto se termine ici. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et nous allons poursuivre notre découverte de la suite Nik Collection avec ColorFX dans le prochain tutoriel.